Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour le 42e, visiblement, épisode du Calisthenics Science Podcast, qui sera même mon premier épisode solo. C'est Morgan Nutrition, le fameux, pour vous faire un épisode aujourd'hui sur la prise de masse, la sèche, vous donner un peu comment dire, une mise à jour de là où j'en suis moi dans mon parcours de trainees, comme ils disent en anglais, de mecs qui s'entraînent pour devenir un peu plus fort, un peu plus musclé au fil du temps. Et le sujet précis du jour, ça va être les difficultés qu'on peut rencontrer en prise de masse. Et on va parler de si c'est plus facile d'être en prise de masse ou d'être en sèche. Tout d'abord, petit update de là où j'en suis. Là, à l'heure où j'enregistre ce podcast, on est le 30 août 2022. Et je suis en prise de masse. Je suis en prise de masse, actuellement plutôt lourd. J'ai jamais été aussi lourd. Je suis à 90 kg,4 ce matin sur la balance pour une taille de 1m82, 83. Et je postais beaucoup plus de physique update sur les réseaux il y a quelques mois lorsque j'étais en sèche. Donc là, je vous le dis, on est fin août. J'ai séché de tout début janvier jusqu'à début mai, peut-être plutôt fin avril. Ça m'a fait 3 mois et demi, peut-être 4 mois de sèche. Et j'avais atteint, je pense, la meilleure shape de ma vie. Un poids de corps aux alentours des 83 kilos seulement, donc même pas très très léger comparé à ma taille. Et à ce moment-là, je postais bien plus de physique update, parce qu'évidemment, j'avais une shape qui était un peu plus plaisante à regarder que actuellement, même si dans cet épisode, je vais vous parler de en quoi faire des longues périodes de prise de masse dédiées à la construction musculaire et en acceptant le gain de masse grasse. Je sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais elle va finir de la sorte. Et ben c'est nécessaire de faire des périodes de prise de masse aussi longues. Donc je me suis fait quelques notes sur papier parce que lorsque je me mets à parler tout seul, comme c'est le cas parfois dans mes consultations, ça part rapidement très loin. Donc j'espère que vous êtes totalement concentrés pour écouter ma voix et surtout les idées qui seront traduites par la vocalisation de ce que je vais énoncer. Alors, où j'en suis dans mon bulk actuel, donc je vous ai dit que j'avais scuté jusqu'à début mai, on va dire ça comme ça. J'avais essayé de maintenir un petit peu, mais c'était pas tenable sur la durée, ce qui a fait que fin du mois de mai, j'ai carrément décidé de me lancer dans un bulk long, dédié, d'une durée d'environ minimum 6 mois, mais plus vers les 9 mois, et on va voir là où je vais finir le bulk. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Et je me suis décidé à faire cette longue période de prise de masse parce que malgré que j'avais atteint une shape plutôt convenable, dont j'étais vraiment content pendant ma sèche, je me disais que la prochaine sèche allait être meilleure et la prochaine sèche allait surtout être meilleure parce qu'entre-temps, j'allais avoir acquis plus de masse musculaire sur mon squelette. Et pour ce faire, surtout lorsqu'on est intermédiaire à avancer, eh bien, il faut passer par des périodes dédiées de prise de masse, où pendant une longue période de temps, on va se placer en surplus calorique, on va prendre du poids de façon régulière, d'une façon idéalement assez linéaire, même s'il y aura toujours des fluctuations du poids de corps qui seront tout à fait normales. Parce que même si c'est pendant la sèche que on dévoile réellement son physique, hein, même si on peut rester plutôt propre même en prise de masse, c'est quand même pendant la prise de masse qu'en fait on fait le gros du boulot. Parce que sécher, ça prend déjà beaucoup moins de temps que de construire une quantité de masse musculaire respectable. C'est aussi bien plus motivant, parce qu'on voit son physique changer d'une semaine à une autre. Parce que en fait, on peut perdre du gras bien plus rapidement que l'on ne peut prendre du muscle. Donc le piège court terme, c'est de vouloir rester sec, faire beaucoup de sèche dans l'année, mais sur la durée, pour vraiment changer physiquement et également en matière de performance, il faut passer par des périodes de long surplus calorique.
Alors je vous ai dit que là j'étais actuellement à 90 kilos. Je prévois de pousser ce bulk pendant encore, allez, au moins 3 mois minimum, mais honnêtement on est plus sur encore 6 mois je dirais. On verra ce que l'avenir me réserve. Mais pourquoi un bulk aussi long? C'est parce que j'en ai besoin là, pour passer au niveau supérieur en matière d'adaptation, pour continuer à construire en masse musculaire. J'ai envie de vraiment investir dans une longue période de prise de masse pour maximiser ma prise de muscle. Parce que malgré que j'ai pas un physique phénoménal, ça va faire la 7 ans, 7 années que je m'entraîne. Et bah, à mesure qu'on gagne en expérience, euh, on a de plus en plus besoin d'optimiser toutes les variables pour continuer à construire du muscle. Donc là, si je veux vraiment que mon physique lors de ma prochaine sèche rendre ridicule mon physique précédent là que j'avais acquis en avril dernier, je dois passer une période étendue en prise de masse, à être très sérieux à l'entraînement en termes de régularité, en termes de surcharge progressive, en termes de qualité d'exécution sur les mouvements, en termes de récupération, en termes de durée de sommeil, en termes de timing des repas, même en termes de sérieux de la prise de compléments, tout ça va jouer dans l'équation du physique que je vais pouvoir afficher dans un an. Donc une longue période de prise de masse pour ensuite sortir une bien meilleure shape. Je dirais l'été prochain, mais c'est même pas spécialement l'été qui me donnera envie de sécher. Ce sera plus pour faire une boucle de 12 mois ou un peu plus entre ma dernière cut et maintenant. Euh, Là, je suis à 90 kilos, c'est mon poids le plus élevé. Et faut savoir que là, en ce moment, j'ai même du mal à continuer à prendre du poids. Je vous explique. Lors de la sèche, évidemment, le début de la sèche, c'était très bien passé. Perte de poids plutôt agressive. C'est ce que je recommande à la majorité des gens, hein. Donc de sécher assez agressivement au début, tant qu'on a encore très peu faim, tant qu'on est très motivé, pour avoir des résultats assez rapides. D'autant plus qu'au début d'une sèche, on est assez peu susceptible de perdre en masse musculaire. Parce qu'on peut se permettre d'avoir un gros déficit calorique, car étant donné qu'on a encore beaucoup de cellules graisseuses, ces dernières peuvent libérer beaucoup de masse grasse au quotidien, donc on peut se permettre d'utiliser un déficit calorique plus agressif. J'avais ensuite réduit petit à petit la vitesse de perte de poids en réaugmentant un petit peu mes calories. Si on combine à ça aussi certainement des adaptations métaboliques, c'est-à-dire une baisse de ma dépense calorique journalière, je baisse ma dépense, j'augmente un peu mes apports, ce qui a fait que ça a réduit ma vitesse de perte de poids en sèche, mais chose qui était tout à fait prévue. À la fin de la sèche, un niveau de faim assez élevé. Je vous ai dit que j'étais à un niveau de masse grasse dans des conditions de style de vie qui faisaient que c'était pas très simple de tenir ce taux de masse grasse. J'ai repris du poids certainement à une allure de 1,5 kg par mois, peut-être un peu plus. Ça dépendait des mois. Jusqu'à arriver assez rapidement à 88. Et après, à partir de 88, bah, ça a été bien plus compliqué de continuer à gagner du poids. Et vous voyez qu'il y a eu que 4-5 kilos de différence entre mon poids de sèche et mon poids où la prise de masse a commencé à devenir un petit peu problématique. Euh, Bah ça, je l'explique parce que je suppose, je présume, même si c'est pas quelque chose que je peux vérifier, hein, je présume avoir un métabolisme assez adaptatif. Ce que ça veut dire, c'est, ok, écoutez bien. Alors, les adaptations métaboliques, c'est tous les processus, les procédés qui surviennent lorsque on se place en déficit calorique, ça on en entend beaucoup parler, mais également lorsqu'on se place en surplus calorique. Votre corps, grosso modo, il aime bien être autour d'un certain poids de corps, autour d'un certain niveau de masse musculaire. Consommer des calories qui sont dans une certaine fourchette au quotidien. Et lorsque vous commencez à perdre du poids au point d'arriver en dehors de cette fourchette-là, lorsque vous consommez des calories qui sont plus faibles que ceux avec quoi votre corps est confortable, on va progressivement connaître des adaptations métaboliques qui vont jouer sur quasiment tout en fait hein, de votre enfin quasiment tout dans l'équation de votre dépense calorique, notamment beaucoup sur votre NEAT, mais ça on en parlera pour un prochain épisode sûrement.
Euh, Ce qui fait que petit à petit, au fur et à mesure qu'on va perdre du poids, eh bien, on va avoir voilà, une baisse de notre dépense calorique. Ça, beaucoup de personnes sont déjà au courant de ce phénomène, hein. On entend parfois dire ralentissement du métabolisme. Oui, c'est un peu ça le concept. Je préfère dire adaptation métabolique. Je trouve que ça diabolise un petit peu moins. Mais bref, passons. Mais ce que les gens savent moins, c'est qu'il y a aussi des adaptations métaboliques qui surviennent également lorsque l'on prend du poids. Alors c'est des adaptations métaboliques qui sont moins robustes que dans le sens opposé, hein, que dans le sens de la perte de poids. Mais cependant, c'est quand même des choses qui vont légèrement freiner notre prise de poids par rapport à ce qui serait prévu mathématiquement quand on regarde notre consommation de calories par rapport à notre dépense calorique. Donc par rapport à notre surplus théorique euh, estimé. Et avoir un métabolisme hautement adaptatif, ce que ça voudrait dire, ça serait que lorsqu'on se place en déficit calorique, eh bien on ferait peut-être partie des personnes qui auront, dans ce cas de figure, un des métabolismes qui ralentirait le plus, et à l'inverse, certainement que également dans une phase de prise de masse, de prise de poids, on ferait aussi partie des individus qui auraient un des métabolismes qui s'adapterait aussi le plus à la hausse. Donc qui connaîtrait le plus une hausse de notre dépense énergétique quotidienne dans un sens pour lutter contre la perte de poids. Et même si je vous l'ai dit, hein, je n'ai aucun moyen de mesurer moi-même si j'ai un métabolisme hautement adaptatif ou pas, si ce n'est simplement croiser les données de ma consommation de calories, de l'évolution de mon poids, de mon niveau d'activité physique qu'on pourrait au mieux estimer via mon plan d'entraînement de musculation, de tennis et mon nombre de pas quotidien. Ce qui me fait dire quand même, enfin, c'est même pas ce qui me fait dire, c'est ce qui me fait affirmer, oui, oui, que il existe des disparités entre les individus euh, en ce qui concerne la flexibilité, enfin, c'est pas ça le terme, c'est pas flexibilité métabolique, parce que ça veut dire autre chose. Comment je pourrais m'exprimer? Ce qui me fait dire que il y a des disparités entre les individus dans leur façon de réagir à un surplus ou à un déficit, c'est parce qu'on a des données, des études, euh, qui consistaient à suralimenter des groupes d'individus, 2000, de 2000, de 3000 calories par jour, et d'observer quel a été le gain de poids au bout d'une semaine, de 2 semaines, de 6 semaines, ou que sais-je. J'ai eu une étude particulière en tête, mais je me souviens plus du procédé, protocole expérimental exact. Et ce qu'on observe, c'est que selon les individus, eh bien certaines personnes, en répondant à un surplus calorique, vont connaître une hausse de leurs dépenses caloriques assez phénoménale, au point de compenser une grande majorité du surplus calorique qui a été ajouté à leur diète initiale. Et à l'inverse, on a des individus qui, lorsqu'on les suralimente, euh, eh bien, ne vont quasiment pas avoir d'adaptation métabolique à la hausse, voire des gens qui vont réduire leur NEAT. Bon, du coup, la deuxième fois que j'utilise le terme, je vais devoir l'expliquer. NEAT, N-E-A-T, Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est toutes les activités physiques que vous réalisez quotidiennement qui ne sont pas de l'activité physique structurée. Aller à la salle, c'est pas du NEAT. Aller courir de façon sportive, c'est pas du NEAT. Marcher en rond dans votre jardin lorsque vous êtes au téléphone, c'est du NEAT. Promener votre chien, c'est du NEAT. Marcher pour aller au travail, c'est du NEAT. À moins que, bon ça c'est vraiment pour être tatillon sur la définition, à moins que vous preniez la décision consciente de vous forcer à aller au travail à pied plutôt que de prendre les transports dans le but d'augmenter votre dépense calorique, auquel cas ça pourrait être traité comme étant la dépense calorique choisie, actée. Donc, après cette parenthèse, voilà, je reviens au sujet principal qui était que certains individus, lorsqu'on les suralimente, ne vont pas avoir une telle hausse de leurs dépenses caloriques quotidiennes en réponse à ce surplus calorique. Donc moi j'en suis venu en fait à remarquer, malgré moi, que j'avais sûrement un métabolisme assez adaptatif, à la baisse peut-être, à la hausse là j'en suis quasi sûr, vu ce que je vis là, parce que je prends à peine du poids en mangeant dans les 4500 calories par jour.
ce qui est beaucoup et qui du coup me pose un peu problème. Au vu de la quantité de nourriture que je dois manger par jour pour me placer dans un léger surplus calorique, euh, s'ajoute en fait quelque chose d'autre qui est que déjà oui, je consomme beaucoup de calories, mais également j'ai une régulation à la baisse de ma faim. C'est-à-dire que à mesure que je prends du poids, j'ai de moins en moins faim, moins en moins d'appétence pour tout type de nourriture, même des aliments assez transformés à haute palatabilité. Palatabilité ou palatabilité? Je ne sais jamais, mais bref, des aliments qui seraient pourtant en temps normal assez appétissants. Et bah, j'en reviens à devoir utiliser certains stratagèmes pour manger les quantités alimentaires dont j'ai besoin pour continuer à prendre du poids. Et bah, c'est là que ça va devenir intéressant pour vous, parce que j'ai passé 16 minutes et 5 minutes à vous raconter, et 5 minutes et 5 secondes à vous raconter mon bulk actuel sans vraiment vous livrer de tips and tricks, ce qui est pourtant mon travail de nutritionniste. Bah, j'en suis à utiliser trois stratagèmes différents qui me permettent de facilement augmenter mon apport calorique. De un, je me mets à consommer un petit peu plus de calories liquides, que ça soit sous format de jus de fruits, voire même dans certains cas de figure de soda, si je dois aller au restaurant. En temps normal, je prendrais plutôt une boisson zéro, type un Coca zéro ou autre. Et là, bah, j'en reviens à plutôt opter pour un soda, pour un jus de fruits, pour un thé glacé ou autre. Parce que les calories liquides vont être moins rassasiantes que de manger l'équivalent de ce produit euh, sous sa forme solide. Prenez l'exemple tout simplement du jus de pomme. Regardez la contenance calorique du jus de pomme. Regardez ensuite, enfin du jus de pomme, disons d'une bouteille d'un litre de jus de pomme. Regardez ensuite l'équivalent calorique que ça représenterait si vous deviez manger cet équivalent-là en vraie pomme. Donc avec la peau, avec toutes les fibres, en devant mâcher les pommes en question. En fait, ça vous prendrait alors déjà plus de temps évidemment, même plus de volonté, parce que évidemment on n'a plus envie de manger. Mais également, ça vous prendrait beaucoup plus de place dans l'estomac, ça vous rassasierait bien plus de manger les vraies pommes. Mais du coup, c'est quelque chose qu'on voudrait en période de déficit calorique pour gérer la faim, mais c'est pas quelque chose qu'on veut lorsqu'on est en prise de masse et qu'on a déjà du mal à manger suffisamment. Voilà le premier tips, consommer des calories liquides. Deuxième tips, ça va être d'augmenter son apport en lipides. Donc les lipides, c'est les graisses alimentaires. Euh, voilà pour les moins éduqués entre guillemets qui écouteront le podcast, mais le terme éduqué n'est pas bien méchant, plutôt c'est une question de connaissances nutritionnelles. Pourquoi consommer plus de lipides lorsqu'on est en prise de masse? Eh bien simplement parce que les lipides ont une plus grande densité calorique que les autres macronutriments que sont les glucides et les protéines, si on met de côté l'alcool. 1 gramme de protéines ou 1 gramme de glucides, ça contient 4 kilocalories, tandis que 1 gramme de lipides, ça ne contient pas 4 kilocalories, mais 9 kilocalories. Alors, y a aussi le fait que, en conséquence, 1 gramme de lipides est certainement plus rassasiant que 1 gramme de glucides ou 1 gramme de protéines, toute autre chose étant égale. Euh, mais si on prend uniquement le côté apport calorique, il y a plus de calories dans une certaine densité, une certaine quantité, pardon, de nourriture, d'aliments très lipidiques, que d'aliments faibles en lipides. En fait, en augmentant votre apport en lipides, ça vous permet de manger beaucoup de calories en peu de volume. Et pourquoi ça nous intéresse de manger peu de volume? C'est parce que le volume alimentaire est un facteur de satiété. C'est pour ça qu'en période de déficit calorique, on va chercher à manger des grandes assiettes de haricots, on va chercher à se faire peut-être des soupes avec un grand volume d'eau, on va chercher même grosso modo visuellement avoir de grandes assiettes en fait. C'est un facteur de satiété puisqu'il y a des mécanorécepteurs dans votre système digestif qui vont remarquer lorsque votre estomac comment est détendu et ça va envoyer un signal de satiété, un signal nerveux à votre cerveau
pour vous indiquer qu'il est temps d'être rassasié, parce qu'a priori, oh, vous avez mangé une grande quantité de nourriture. Donc voilà, deuxième tips, consommer plus de lipides, parce que plus de calories en un volume euh, modéré, un volume faible. Troisième tips, augmenter son nombre de repas aussi, parce que pourquoi ce tips-là? Vous avez peut-être voilà, peut-être comme préférence de manger 2 gros repas par jour, et 3 gros repas par jour, mais pas plus. Et bien, grosso modo, vous aurez certainement plus de facilité tout de même à digérer beaucoup de nourriture si vous vous offrez l'opportunité, hein, la capacité de les répartir sur une plus grande plage horaire, je dirais, de votre journée. Donc, consommer plus de repas, oui. Consommer des calories dès votre réveil. Consommer des calories jusqu'à tard le soir, peut-être. Et ça, c'est quelque chose sur quoi j'émettrai des réserves. On aura peut-être l'occasion de se faire un podcast sur le sujet, mais c'est certainement pas optimal pour des raisons de rythme circadien, donc de rythme biologique, d'horloge biologique, de consommer des calories assez tard le soir, notamment 2 heures avant le coucher. Mais dans le cas de figure où ce serait quelque chose qui limiterait notre prise de muscle, hein, qui nous empêcherait d'être en surplus calorique, dans ce cas-là, voilà, l'heure exacte de la consommation de vos calories, aussi tardif ce soit-elle, ne sera pas le cadet de vos soucis, si on peut dire ça comme ça. Donc, ça passera certainement au second plan. Donc voilà, troisième tips, consommer des calories tout au long de la journée, donc plus de repas, plus tôt le matin, plus tard le soir. Et je dirais aussi que ce qui me fait dire ça, c'est que ce qu'on sait de la recherche, ce qu'on observe dans la recherche, c'est que spontanément, donc sans chercher à faire d'efforts particuliers, lorsque l'on place les gens dans un jeûne intermittent, si on doit utiliser un terme que beaucoup de gens vont comprendre, en anglais ils disent time restricted feeding, donc c'est-à-dire une période, une plage horaire de consommation alimentaire restreinte, lorsqu'on voilà, on dit aux gens, d'accord, vous allez manger que de, euh, de 14 heures à 20 heures aujourd'hui sur cette journée-là, vous allez manger que sur cette plage horaire de 6 heures. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'assez fréquemment, en moyenne, les gens réduisent spontanément leur rapport calorique. Parce que là, bon, si on prend l'exemple d'un jeûne intermittent avec le petit déjeuner qui saute, oui, on perd les calories du petit déjeuner. Oui, également, une partie de ces calories sont rattrapées sur les autres repas de la journée. Mais bien souvent, en moyenne, ce qu'on observe, c'est qu'il y a moins de calories qui sont rattrapées le midi, le soir et entre ces 2 repas, que les calories qui ont été supprimées via le saut du petit déjeuner. Donc la réflexion inverse est que, voilà, puisque le jeûne intermittent a tendance à faire réduire spontanément la consommation de calories des individus, qui du coup c'est une stratégie utilisable en sèche, hein, tout à fait recommandable, eh bien, pourquoi pas viser l'inverse, hein, pourquoi pas viser d'étendre sa plage alimentaire de façon à peut-être augmenter l'appétit, ou plutôt rendre plus facile la digestion d'un grand nombre de calories nécessaires à la prise de muscle, hein, pour se placer en surplus calorique. Donc voilà, ça c'était pour les 3 tips que je vous donnais pour réussir à manger suffisamment en prise de masse. Je voulais faire aussi une parenthèse sur ça, plutôt revenir sur un point que j'ai évoqué au début du podcast, qui était que la prise de masse, je pense que c'est plus dur que de sécher. Je m'explique. Sécher, c'est assez rapide. On peut perdre du gras assez rapidement. On voit son physique bouger de semaine en semaine, si ce n'est de jour en jour même, hein. Euh, on a l'impression quotidiennement d'aller vite et dans la bonne direction. D'autant plus que le sentiment de faim peut un peu nous galvaniser, c'est ça le terme. Voilà, on se sent vraiment comme un héros quand on est en fin de sèche, vraiment, on se bat avec soi-même, avec sa volonté pour acquérir un physique titanesque. Alors qu'en fait, à l'inverse, la prise de masse, c'est un long fleuve tranquille, où vous allez manger à votre faim, voire même un peu au-dessus.
vous allez vous permettre d'avoir plus de flexibilité alimentaire, de rentrer plus d'occasions sociales, de rentrer un peu plus d'aliments transformés dans votre diète. Et tout ça fait que c'est un peu le piège, parce que la prise de masse, c'est pas juste une question de manger beaucoup, c'est aussi une question de s'entraîner dur, avec assez de volume, régulièrement, de façon progressive. Voilà pour la partie entraînement. Et pour la partie nutrition, oui, c'est manger suffisamment, mais c'est aussi s'assurer qu'on est bel et bien en surplus calorique, pour pas perdre notre temps à rester à maintenance, qui sera un état où on n'optimiserait pas notre prise de muscle. Et également, on va chercher à répartir nos protéines sur la journée, sur idéalement 4 repas ou plus. Et encore, je vous dis 4 repas ou plus, mais il n'y a pas d'évidence robuste nous indiquant que 4 repas seraient supérieurs à 3. On sait que 3 est supérieur à 2. 4, je théorie, je spécule que c'est supérieur à 3, mais les évidences sont pas si robustes que ça, mais en tout cas, c'est recommandable 4 ou plus serving de protéines par jour. Donc, oui, il faut s'assurer d'être en surplus. Il faut s'assurer de manger assez de protéines et de les répartir suffisamment bien sur la journée. Euh, Et ce qui rend aussi le bulk moins motivant que la sèche, c'est que le physique bouge moins vite, hein. D'ailleurs, le physique, même dans une période de bulk qui est plutôt productive, parfois on a même l'impression de régresser physiquement parce qu'à mesure qu'on gagne en muscle, et c'est tout à fait acceptable, on va aussi gagner en gras, ce qui va faire qu'on va perdre un petit peu en détail. On va paradoxalement sembler moins big, moins musclé, puisque en ayant moins de détails, on aura l'illusion d'avoir également moins de volume. Donc la prise de masse, c'est une phase qui nécessite pas mal de maturité, pas mal de sagesse euh, pour la réussir, contrairement à la sèche. En fait, il faut un peu voir le bulk, donc la prise de masse, comme un investissement qui va vous permettre après de sortir votre meilleur physique sur la sèche suivante. Mais la prise de masse, c'est souvent la période où on va un peu s'endormir. On va être moins régulier sur les entraînements. Oui, on va pouvoir faire rentrer dans notre semaine plus d'occasions sociales, mais c'est quelque chose qui aussi risque de nous faire sortir de notre bonne routine d'entraînement, de récupération, de nutrition, de sérieux sur la prise des compléments, tout ça. C'est pour ça que je vous mets en garde, du coup, pour ceux qui écoutent encore le podcast, parce que ça fait 27 minutes et 38 secondes qu'on l'écoute, et qu'en 2022, la durée moyenne d'attention des gens est de 40 à 60 secondes, chiffre totalement inventé, mais qui correspond bien à la durée de certains IGTV sur Instagram. Euh, Attention, le bulk, c'est la période où on s'endort. La sèche, c'est presque fun, ouais, c'est fun parce qu'on voit le physique bouger. Mais ce qui va faire que vous allez devenir un vrai golem sur la durée, c'est de passer une bonne partie de votre carrière de go muscu, de powerlifter, peu importe comment vous vous considérez, si vous avez ne serait-ce que voilà, comme lointain objectif d'être plus musclé, c'est quelque chose d'important de faire une prise de masse productive. Donc je répète, est-ce que j'ai bien tous mes points? Alors, premier point, là où j'en suis dans mon bulk, ça c'est dit. 2, difficulté à manger, c'est dit. 3, perdre est rapide et motivant. Le bulk est lent, c'est un investissement. Tout ça c'est dit. J'espère ne pas avoir été trop brouillon sur ce fabuleux épisode qui portait sur les difficultés à être en prise de masse, sur cette réflexion de avez-vous un métabolisme hautement adaptatif, sur cette réflexion de la sèche c'est facile, la prise de masse c'est un investissement, ayez la maturité d'être sérieux même sur votre prise de masse. Si vous avez des questions sur le sujet, eh bien vous pouvez me les soumettre en message privé sur Instagram. Bien sûr, tous les liens sont en description. Morgan Nutrition, voilà, si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde lors des prochains podcasts. Et j'espère que cette réflexion solitaire d'une trentaine de minutes vous a bien plu. D'autres podcasts à venir. Et très bientôt pour les futures aventures nutritionnelles sur les fruits et les légumes.